dans le chat de Schrödinger. Donc, vous connaissez cette expérience de pensée là, réalisée par Ernest Schrödinger, et qui met en évidence cette espèce de dualité pour savoir si le chat, est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est mort. C'est lorsque seulement je vais pointer mon nez, lorsque l'observateur va regarder, va constater, va interagir avec l'expérience, c'est là qu'il va y avoir une levée d'incertitude pour savoir si le chat est mort ou bien vivant. Voilà. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous parler de ça. Donc, ce sont toutes ces expériences-là qui sont non intuitives et qui gouvernent le monde de la mécanique quantique, qui est le monde de l'infiniment petit. C'est un monde qui est tout à fait probabiliste, d'accord? C'est un monde qui est profondément indéterministe par essence. Ça, il faut le comprendre. C'est pas quelque chose qui ressemble à nos lois, à nos lois de la physique classique. Les lois de Newton que nous connaissons, nous pouvons déterminer quelque chose à l'avance, prédire un événement, d'accord? Si vous lancez une balle, par exemple, si vous lancez une balle, vous pouvez déterminer sa trajectoire. Vous connaissant sa vitesse initiale, vous pouvez savoir à quelle position la balle va tomber. Eh permettez-moi de vous dire qu'en physique quantique, ça c'est impossible, strictement impossible de connaître l'endroit précis où une balle va tomber. Vous remplacez les balles par des objets quantiques comme les électrons, les protons, les neutrons, et là vous avez un système quantique dans lequel il est impossible de faire des prévisions, on peut seulement faire des probabilités. D'accord? Voilà. Chez moi, il y a du bruit. J'espère que ce bruit-là va pas. Mes voisins font du bruit là. J'espère que ça ne va pas vous perturber. Alors, donc, un instant, s'il vous plaît. Je vous demande juste quelques secondes. Excusez-moi, s'il te plaît, ouvre pas quelqu'un la porte à 10h30. Comment ouvre la porte pour quelqu'un monter chez moi? Non, 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 non. Qui ouvre la porte pour les dossiers? Je ne sais pas. 10 fois. Je dis, Pardon, je suis occupé. Pardon. Une conférence. Désolé. Oui, excusez-moi. Ouais, un voisin a tapé chez moi. Alors, donc, je vais vous présenter en fait le plan de l'exposé de ce soir. Donc, évidemment, donc, vu qu'on va cerner, on va essayer de cerner quelques attributs, de physique quantique concernant certains phénomènes quantiques. Donc, je suis obligé de faire un retour en arrière pour vous parler de la naissance de la physique quantique. Comment c'est arrivé? Mais on va faire ça pas très longtemps. Je vais vous poser des questions là-dessus. Vous devez savoir qu'il y a, à l'origine, au début du XXe siècle, il y a deux phénomènes, en fait, il y a deux phénomènes qui ont donné naissance à la physique quantique. Ces deux phénomènes-là, ben, c'est facile, c'est le rayonnement du corps noir, c'est le corps noir, et l'effet photoélectrique. Voilà. Donc, en fait, je constate qu'aujourd'hui, le mot quantique, c'est un mot qui est galvaudé. C'est un mot qui est utilisé n'importe comment, à n'importe quelle sauce. Il y a très peu de gens qui savent, qui connaissent les phénomènes, les expériences physiques, les expériences physiques qui ont donné naissance à la physique quantique. C'est le corps noir, pourquoi, on va essayer de comprendre pourquoi, et l'effet photoélectrique dont Albert Einstein a eu le prix Nobel. OK? Donc, alors, qu'est-ce que c'est un corps noir? C'est très simple. Un corps noir, c'est. Donc, je vous ai présenté une définition. C'est un objet qui est complètement isolé, on va dire vraiment isolé, et dont le rayonnement va dépendre uniquement de la température. Ça, il faut retenir. Ça, c'est une phrase clé. Un corps noir, par exemple, vous prenez. Un corps noir, par exemple, ne va jamais émettre de la lumière. D'accord? C'est quelque chose qui est sombre, qui n'émet aucune lumière, donc il est noir. C'est pour ça qu'on parle de corps noir. Par contre, il va émettre un rayonnement. Et ce rayonnement-là va dépendre uniquement de la température. Et ça, c'est quelle que soit la nature du matériau, quelle que soit la forme du matériau. C'est uniquement la température qui va jouer dans le spectre du rayonnement. Ça, c'est important. Donc là, vous pouvez lire, si vous voulez bien, la définition que j'ai mise. On appelle corps noir tout corps qui absorbe totalement tout rayonnement électromagnétique incident, quelle que soit sa fréquence. À l'inverse, lorsqu'il est chauffé, le corps noir rayonne dans toute la longueur d'onde. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'incandescence, c'est le principe de l'incandescence, hein, d'accord? Le fait qu'un corps noir émette du rayonnement, c'est comme vous faites chauffer du bois, ben, il devient incandescent à mesure que la température augmente. D'accord? Donc la seule propriété ici, c'est le seul paramètre à considérer responsable du rayonnement d'un corps noir, c'est la température et pas autre chose. Ça, c'est une phrase clé que je viens de dire.
Donc, c'est un objet idéal. En fait, un corps noir, c'est complètement l'inverse d'un miroir. Parce qu'un miroir, ça renvoie tout. Alors que le corps noir, lui, il ne renvoie absolument rien du tout. Hein? C'est un corps vraiment sombre. Donc là, vous avez une cavité, et on peut percer un petit trou dans la cavité, et puis vous allez voir, il y a un rayonnement qui sort. Le rayonnement, en fait, on appelle ça, c'est un spectre. Et le spectre, qu'est-ce que c'est? Le spectre, mathématiquement, c'est un concept qui varie comme l'intensité en fonction de la fréquence. Alors, je répète, l'intensité et la fréquence, ce sont les deux paramètres qui va gouverner le rayonnement d'un corps noir. Et cette l'intensité et la fréquence est tout à fait proportionnelles à ce qu'on va appeler la densité spectrale d'énergie. D'accord? Donc jusque-là, j'espère que c'est clair. Donc des exemples de corps noirs, vous savez, vous le connaissez, hein, le Soleil. Le Soleil, c'est un corps noir, vous savez. Le Soleil a une température de surface de 5700 degrés, 6000 degrés à peu près, Kelvin. Eh bien, ça, c'est quelque chose de fabuleux en astrophysique. Nous savons que la couleur des étoiles nous donne une indication sur leur température. Donc, le Soleil, c'est un corps noir, même s'il n'est pas parfait. Votre corps humain aussi, le corps humain, c'est un corps noir. Vous avez un corps dont la température est à 37 degrés à l'intérieur. Je sais pas moi, si vous prenez un thermomètre et que votre corps n'est pas à 37 degrés, ben je vous invite à faire un test Covid, direct, voilà. Parce que 37 degrés, c'est la température régulée normalement que doit avoir un corps humain. D'accord? En deçà, c'est qu'il y a un souci. Au-delà, c'est que vous avez la fièvre. Voilà. OK? Donc, écoutez, à cette température-là, il y a un maximum d'émissions de rayonnement, un spectre d'émission maximal qui va se pointer du côté des infrarouges. D'accord? Donc, votre corps émet de l'infrarouge, chers mesdames et messieurs, surtout lorsque vous avez bien mangé. Donc là encore, c'est exactement ce que le Soleil fait. Le Soleil a un maximum d'émissions qui se décalent vers certaines longueurs d'onde, en particulier les fréquences visibles, le rayonnement visible. Et d'ailleurs, j'ai un schéma ici. Regardez, je vais mettre mes lunettes. J'ai un schéma ici que tout le monde peut voir. Je ne sais pas si vous suivez ma souris. Tout le monde peut le voir. Allez, écoutez, je vous laisse, d'après le schéma, me dire à peu près quel est le maximum d'émissions du rayonnement solaire dans le visible. Donc là, on va utiliser la loi de Vienne, ce qu'on appelle la loi de Vienne ici, qui donne une idée de la longueur d'onde. Si on a la température d'un corps noir, on peut avoir sa longueur d'onde maximale. Alors, à votre avis, quelle est la longueur d'onde maximale du Soleil, sachant qu'il est à peu près à 6000 degrés Kelvin? Je vous écoute, une personne. Oui, ici, grosso modo ici. Donc, oui. on est à... c'est en nanomètres, parce que je ne... Oui, c'est en nanomètres, oui, tout à fait, ouais. En nanomètres, donc ça fait 500, là c'est 1000. Ouais, et ça correspond à quelle couleur, ça, à peu près? Aux alentours de 600. Hein. Oui, mais ça correspond à quelle couleur? Quelle couleur dans le visible, non, du spectre? Ça correspond au jaune. Au jaune, hein? Oui, un petit peu, oui. Plus, on va dire plus sur le vert. Oui. Jaune-vert, on va dire. Oui. Ça correspond un petit peu plus au vert, parce qu'on va dire 500 nanomètres. Ouais, on quitte le jaune pour aller dans le vert. Oui. Donc, effectivement, c'est le maximum de longueur d'onde rayonnée par le Soleil. D'accord? Donc, vous avez la même chose aussi pour votre cheminée. Votre cheminée pourrait être considérée comme un corps noir. Évidemment, les cheminées qui sont fermées. Il y a des cheminées qui sont modernes, vous savez. Il y a des cheminées qui sont tout à fait modernes et qui rayonnent dans un certain spectre qui correspond à l'infrarouge. Voilà. Donc, ça, là encore, c'est pas compliqué. Voilà, donc, ici, nous avons la densité spectrale d'énergie qu'on va considérer, qui varie, qui fonctionne avec l'intensité et la fréquence. D'accord? On a deux paramètres ici, l'intensité et la fréquence, qui va nous donner la densité spectrale d'énergie en fonction de la température. Donc, vous pouvez voir que plus la température est élevée, ici, on a trois températures. J'ai choisi trois températures. T1 en rouge, on a cette forme de cloche-là. T2 en vert et T3 en bleu. Donc, vous voyez que plus la température est élevée, eh bien, plus l'air qui se trouve sur la courbe est grand. D'accord? Donc, on a un maximum d'émissions ici qui varie en fonction de la température. Et ça, c'est très connu. Cette forme en cloche-là est très connue. Donc, écoutez, ça, c'est un fait expérimental, de tout corps qui est en train de rayonner. On observe la même chose.
Et là encore, ça dépend pas du tout de la nature du matériau, ça dépend pas de sa forme, voilà, ça dépend uniquement de la température. Donc ça, c'est quelque chose qui est très connu et qu'on va étudier ensemble. Donc là, on a une relation expérimentale. Donc nous, on va maintenant, les physiciens au début du XXe siècle ont essayé de maintenant d'avoir une relation théorique, d'accord? Mais en ayant une relation théorique, regardez ce qu'on trouve. On trouve quelque chose assez bizarre. Ne vous laissez pas impressionner par les calculs. On trouve que la densité d'énergie spectrale ici que vous voyez là est égale à cette expression-là, kT, hein, 8pi mu au cube sur C3 kT. Donc, lorsqu'on fait l'énergie totale, on fait une intégration et on tombe sur l'infini. Alors là, ça pose un problème. Ça pose un sérieux problème parce que ça voudrait dire que l'énergie rayonnée par votre corps est infinie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une cheminée, ok, l'énergie, le rayonnement qui provient de la cheminée va à un moment donné aller vers les plus grandes fréquences des longueurs d'onde, à savoir les rayons gamma. Donc ça signifie que vous allez être irradié. Donc soit vous êtes complètement vaporisé sur place, ou bien vous vous transformez en Hulk. Donc ça, il y a un gros problème là, il y a une couille, comme on dit. D'accord? Il y a quelque chose qui ne va pas. La théorie ici, la théorie ne colle pas avec l'expérience, avec les données expérimentaux. Donc, en plus, les physiciens n'aiment pas du tout les infinis. Donc, il y a un problème. Donc, c'est ce qu'on a appelé la catastrophe ultraviolette. Ça, c'est très connu. Alors, en fait, expérimentalement, ou plutôt, les données théoriques donnent ça. Je ne sais pas si vous voyez cette espèce de ligne ici, là, que j'ai. La ligne ici que j'ai, eh bien, ça tombe vers l'infini. Et ça ne colle pas du tout. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans le calcul. Ce qui ne va pas est très simple. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est. Eh bien, tout simplement, écoutez bien, l'intégrale qu'on a fait là, intégrer quelque chose, c'est faire une somme. Ici, on a une somme qui va de 0 à l'infini. Lorsqu'on fait une intégrale, ça signifie qu'on fait une somme continue qui va dans un certain intervalle donné. Ici, on a... mais le problème, c'est que lorsqu'on fait une intégrale, ça présuppose que l'échange qui est entre la matière et le rayonnement, c'est quelque chose qui est continu. Ça, il fallait y penser. Et c'est Max Planck qui a pensé à ça. Ça, c'était vraiment génial. Il a fait l'hypothèse, mais complètement géniale, que l'échange qui se trouve entre la matière et l'énergie n'est pas continue, mais elle est discrète. Elle se fait grâce à des valeurs discrètes. Et c'est ce mot discret-là, bientôt, qui va donner naissance au mot quanta. Mais ça, on va le voir tout à l'heure. Donc, regardez. Donc, la nouvelle idée, regardez ici, et c'est de remplacer l'intégrale par une somme, on va dire une suite géométrique. Voilà, une suite géométrique. Je ne sais pas si vous vous rappelez de vos cours de maths. Voilà. Et ça fonctionne. On a une nouvelle densité spectrale d'énergie qui colle parfaitement aux observations. Mais là, c'est nickel. Et grâce à ça, on a pu avoir la constante de Planck. La constante de Planck qui a la dimension de l'énergie et d'un temps. Donc là, c'était vraiment génial. C'est comme ça on a pu déterminer la constante de Planck. Là, encore une fois, donc là, c'est un mot-clé. La constante de Planck a été déterminée par ajustement entre les mesures théoriques et les mesures expérimentaux. Ça a été un ajustement. Et c'est là qu'est né c'est là qu'est née la physique quantique, en fait, ce qu'on appelle les quanta. Donc là, je résume. En fait, ce que Max Planck a dit, son idée principale, et ça va être la phrase clé de cette partie-là, c'est que les échanges qui ont lieu entre la matière et le rayonnement ne peut se faire que s'il existe, seulement s'il existe un multiple entier qu'on va appeler quantum d'énergie, ou encore quanta au pluriel. Quantum, c'est au singulier. Quanta, c'est au pluriel, d'accord? Et donc ça, c'est très important. Les échanges sont discrètes et les valeurs sont discrètes. Donc, il faut vraiment un multiple entier pour pouvoir obtenir, pour pouvoir respecter la nature des échanges. Ici, vous avez, voilà, l'énergie, c'est H mu, mu c'est la fréquence, H la constante de Planck. Donc, regardez, c'est que ce sont que des multiples entiers. Donc, on a un H mu ici, 2 H mu,
3 HMU, d'accord? Donc, il n'y a pas de 1,5 HMU, ni de 3,5 HMU, ni de 0,5 HMU, d'accord? Vous avez compris ça? C'est toujours un multiple entier d'un quantum d'énergie et c'est la condition sine qua non qui est vraiment nécessaire pour pouvoir coller, pour pouvoir interpréter la nature des échanges entre matière et rayonnement. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez compris. Est-ce que jusque-là, il y a des questions? Ça va? Si ma mémoire est bonne, c'est un certain, c'est la loi de Relay, Oui, oui, exactement. Riley Jeans. voilà, Relay Jeans Oui, qui oui. avait et cette fameuse catastrophe de Peut-être. l'ultraviolet. Oui. Euh, oui, oui, si ma mémoire est bonne. Oui, oui, oui. Tout à fait. Oui. C'est Riley Jeans en premier qui a effectivement mis en évidence cette expérience-là. En Et fait, donc, ça sous forme d'équation. ouais, donc lui, ça fonctionnait pour les très basses, les très grandes longueurs d'onde, ça allait Absolument. absolument, tandis que Vienne, si j'ai bonne mémoire, Vienne, lui, sa formule de déplacement là euh, fonctionnait bien Oui. les fréquences, les Pour les, ondes, pour les grandes fréquences, ça fonctionnait bien, mais pas ouais, pour les petites. mais pas pour les petites. Oui. Donc, ils étaient vraiment. Et Planck est venu mettre l'ordre dans tout ça. Absolument. Oui, oui. Vous avez compris. Parfait. Vous avez Voilà. compris. Donc, effectivement. Donc, pour résumer ce que tu viens de dire, effectivement, concernant la loi de Vienne, effectivement, ça fonctionne pour les grandes fréquences. Donc, tout ce qui est rayon gamma, rayon X et ultraviolet, mais ça ne fonctionne pas pour les petites longueurs d'onde. Par contre, la loi de Jeans, Rayleigh-Jeans, par contre, c'est l'inverse. Hein. Donc, ce qui est à l'origine de la catastrophe ultraviolette, à partir de la longueur d'onde visible du bleu, violet, ultraviolet, rayon X, rayon gamma, là, ça part en sucette. Ça part en sucette complètement. Par contre, ça fonctionne pour les grandes longueurs d'onde, comme les ondes hertziennes. D'accord? Voilà. Bon, alors maintenant, nous allons passer. Donc, nous avons vu maintenant le rayonnement de corps noir, ça a été rapide. Hein. Donc, nous allons passer maintenant à l'effet photoélectrique. Donc, rappelez-vous, au début, donc, dans les. Je ne sais plus quel siècle, je crois que c'est 18e, 19e, il y avait un combat, on va dire, entre Isaac Newton et Christian Huygens pour savoir la nature de la lumière. Est-ce que la lumière était faite d'une onde ou bien est-ce qu'elle était faite de particules? Donc, comme vous voyez, Isaac Newton, lui, il était partisan du fait que la lumière était faite de corpuscules et Huygens pensait que la lumière était faite uniquement d'ondes. Donc, au final, il fallait départager les deux. Mais bon, vous avez compris. Ben, en fait, juste avant Albert Einstein, c'est Huygens qui avait raison. On pensait que que la lumière était d'origine ondulatoire. OK? Parce que, bon, grâce aux expériences d'interférence, hein, d'accord? On connaît les expériences d'interférence de la lumière. Hein, et donc, pour. Euh, et après, en 1915, Albert Einstein est venu se mêler et il a démontré que, en fait, lorsque un métal était frappé par une onde lumineuse, on pouvait arracher des électrons à un métal. Ça, c'est vraiment une merveille. Ça, c'était fantastique. Euh, et c'est pour ça qu'Albert Einstein a eu le prix Nobel. Il n'a pas eu le prix Nobel pour sa découverte de la théorie de la relativité générale. Oui, c'est surprenant. Albert Einstein a eu le prix Nobel pour ça, pour sa découverte de l'effet photoélectrique, pour avoir démontré que la lumière pouvait être aussi un corpuscule, une particule, à savoir les photons, ces grains de lumière. Donc, effectivement, pour qu'une lumière soit capable d'arracher des électrons à un métal, c'est clair, ce n'est pas la nature ondulatoire, ce n'est pas la lumière en tant que compte qui peut faire une telle chose. Donc, si la lumière était depuis ce jour-là donc composée de particules de masse nulle, les photons, avec une certaine énergie, donc une certaine impulsion qu'on peut définir. Donc, j'ai mis quelques formules là ici devant vous. Donc, l'énergie, vous savez, c'est H mu, hein. Mu, c'est lambda. D'accord? Je me rappelle quand j'étais à la fac, on m'a bourré le crâne avec ce genre de formule. On a l'impulsion aussi, égale la constante de Planck, le rapport de la constante de Planck sur lambda, si vous voulez. Donc, effectivement, permettez-moi de vous dire que là, ce sont vraiment les caractéristiques de la lumière en tant que corpuscule. Pas en tant qu'onde, hein, mais en tant que corpuscule. Ça signifie qu'on peut utiliser la lumière soit comme une onde, ou soit comme un corpuscule. Donc, on a une dualité ici.
Et enfin, on a un certain De Broglie, lui De Broglie, un physicien français, qui a fait une découverte formidable. Il a découvert que, il a découvert que les particules, les particules comme les neutrons, les nucléons en fait, les nucléons, protons plus neutrons, les électrons, hein, censés être des objets ponctuels, pouvaient se comporter comme des ondes. C'est incroyable ça. C'est génial. Même les atomes pouvaient se comporter comme des ondes. Et d'ailleurs, donc c'est pour ça qu'il a dit qu'on pouvait associer à toute particule une onde. Et qu'il a décrit comme étant, qu'on a appelé plus tard la longueur d'onde de De Broglie, d'accord, qui est la constante de Planck sur P qui est l'impulsion mv. C'est le produit de la masse fois la vitesse, d'accord. Donc, alors, ça a été les deux grandes expériences qui ont marqué l'avènement de la mécanique quantique au début du XXe siècle. Voilà. Et donc, suite à cela, on a eu aussi une expérience qui va être déterminante dans la compréhension de la gomme quantique que nous allons décrire tout à l'heure. C'est l'expérience des fentes de Young que vous connaissez, je pense. Vous avez au moins une fois entendu parler de ça. Vous savez, à la base, c'est pas compliqué à comprendre, hein, ça, les fentes de Young. Parce que, bon, ben, vous pouvez réaliser ça chez vous avec un laser, hein, avec un pointeur laser. Si vous mettez deux fentes dans un carton, vous allez voir que au-delà des deux fentes, sur l'écran que vous allez, l'écran de visualisation, vous allez avoir des franges d'interférence, tout simplement. Donc là, on a ici deux fentes, ici on va placer un dispositif ici avec deux fentes. Donc lorsque cette fente-là est éclairée par une source lumineuse, eh bien on va avoir les rayons qui sont diffractés. On parle de diffraction de la lumière. Donc, il va avoir une projection sur l'écran ici, sous la forme d'interférence qu'on va voir ici, qui est très connue, qui est révélateur en optique ondulatoire de ce schéma-là. Ce schéma-là est révélateur de la nature ondulatoire de la lumière. D'accord? Donc, ça, c'est pas comme. Donc, ici, pareil. Donc, ce qu'on observe ici, c'est que les franges, si vous voulez bien, ça correspond. C'est comme l'eau dans une rivière, si vous jetez une pierre, vous allez avoir des cercles concentriques qui se dispersent. Ben, c'est la même chose. À un moment, ils vont se croiser, et à un moment, vous allez avoir, vous voyez ici au milieu, là, ça se croise. Ah ben, ces lieux de croisement-là correspondent à des endroits maximales où on peut avoir des particules. D'accord? Cette espèce de... On va avoir des nuages qu'on va appeler ça... ces nuages-là vont former une distribution spatiale de particules. D'accord? Et on va pouvoir avoir ces franges d'interférence ici. Donc les parties brillantes, les zones brillantes, en fait, bon, voilà, c'est ce que je disais. Les franges brillantes rectilignes correspondent à un endroit où on a une plus grande probabilité de présence des particules. Et entre les franges, on appelle ça l'interfrange, c'est la zone où la probabilité de trouver des électrons ou des particules, des photons, est minimale. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir ici, et le mot-clé, la phrase clé ici sera, donc, la source peut être soit de la lumière, soit des photons, ou soit des électrons. Parfois, ça dépend. On choisit parfois de mettre des photons. Dans ce cas, on va étudier par la polarité, parce que la polarité, c'est une propriété très connue de la lumière. Ou bien, si on met des électrons, eh bien, d'accord, si on met des électrons, eh bien, on va pouvoir voir sur l'écran ici, on va pouvoir voir soit des franges d'interférence, ou bien soit tout simplement des particules qui sont dispatchées de manière aléatoire. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les franges d'interférence, qu'est-ce que c'est? En fait, ça correspond à une densité de probabilité de présence de l'électron, de se situer quelque part. Par contre, si jamais vous mettez une caméra ici, ben, ou bien un œil humain, si vous filmez ici, eh bien, il va avoir un phénomène qui va se passer. Eh bien, au lieu d'avoir des franges d'interférence sur l'écran, eh bien, on aura des particules ponctuelles. Donc, eh bien, on va avoir une destruction, je dis bien, une destruction des états quantiques. Autrement dit, une réduction du paquet d'ondes. Lorsque l'observateur va pointer son nez, il va mettre un dispositif pour essayer de voir par quel trou, par quelle fente
le photon, la particule va passer, eh bien, l'observateur va provoquer ce qu'on appelle un effondrement de la fonction d'onde, une réduction du paquet d'onde, ou encore une destruction des états quantiques qui vont se limiter à des particules ponctuelles au lieu d'avoir la frange d'interférence. Donc là, je vous ai préparé un petit schéma pour résumer tout ça. Mais avant, il faut que je vous dise que lorsqu'on lance des électrons à travers un canon électron, par exemple, au lieu d'avoir une source laser, une source de lumière, si on a un canon à électrons, on va vérifier qu'on lance les électrons une après une, et non pas tout en même temps, afin d'être sûr que les électrons à la sortie des fentes ne puissent pas se cogner, ne puissent pas se perturber, d'accord? Ils ne puissent pas se parasiter entre eux. Donc on va émettre des électrons une après une, pour être sûr qu'il n'y a pas d'interaction entre eux. Et lorsqu'on fait ça, ce que très peu de gens savent, c'est qu'il faut un nombre suffisant d'électrons pour avoir la figure de frange, là, ici. Si on met 100 ou 3000 électrons, ça ne suffit pas. Non, 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 on n'a pas la figure attendue. C'est à partir d'un certain nombre d'électrons qu'on aura. Ici, on a quoi? 70 000, ok? À partir de 70 000, là, on observe la figure d'interférence, d'accord? Donc, je répète, la figure de diffraction qu'on voit là, ça correspond à une densité de probabilité de présence de trouver l'électron. Donc, on a une espèce de nuage probabiliste, donc indéterministe, d'accord? Donc, ce qu'on va définir ici aussi, c'est ce qu'on appelle la fonction d'onde. La fonction d'onde, c'est une caractéristique, en fait, c'est un outil mathématique qui va permettre de connaître l'évolution de la particule au fil du temps. La fonction d'onde est utilisée dans les équations de Schrödinger, d'accord? Et son module carré, ce qu'on appelle le module carré de la fonction d'onde va vous donner une densité de probabilité de trouver l'électron quelque part. C'est ça que vous devez retenir. Et donc là, voici l'expérience dont je vous parlais, qui est assez bien, je trouve. Ça, c'était dans un de mes cours de physique quantique. Donc, j'ai le plaisir de partager ça avec vous. C'est assez bien expliqué. Regardez ici. On va considérer la première image également. Si on a des particules, donc, je ne sais pas, comme des électrons, eh bien, là, on a un canon à l'électron ici. Le canon à électrons, il distribue des électrons. Donc là, vous avez vu, donc, les électrons vont pouvoir passer tel des billes dans les deux fentes à la fois. Et donc là, on va avoir en fait des électrons qui sont éparpillés de manière aléatoire, sans former de figure d'interférence. D'accord? Deuxièmement, l'onde. Alors, une onde, effectivement, de par sa caractéristique, l'onde, avec ses vagues, va traverser les deux fentes en même temps. On va avoir ce nuage-là qui va constituer plus tard ces franges d'interférence. Maintenant, on a un objet quantique. Alors, un objet quantique, ça peut être un photon, un proton ou encore un électron. L'objet quantique, effectivement, eh bien, il va avoir son nuage à lui. Il va avoir son nuage à lui, donc il va l'objet quantique, il va traverser les fentes en même temps. En même temps, et on va avoir effectivement sur l'écran de visualisation cette frange d'interférence. Par contre, si jamais vous décidez d'observer ce qui se passe au niveau des fentes pour savoir par quelle fente la particule va passer, c'est le quatrième cas ici, donc ajout d'un observateur, comme vous voyez là, si un ajout d'observateur, effectivement, eh bien, vous allez détruire la fonction d'onde. Donc, une description de fonction d'onde, ça veut dire quoi? Ça signifie que l'expérience est limitée, se limite tout simplement à des espèces de billes, une distribution spatiale de billes sur l'écran, et dans ce cas-là, vous n'aurez pas du tout la frange d'interférence qu'on avait vue précédemment. Il suffit de n'importe quoi, la moindre interaction d'un observateur, une caméra vidéo, eh bien, vous détruisez la fonction d'onde. On appelle ça la réduction du paquet d'onde. Voilà. Donc, ça, c'était la première partie. Je vais faire une pause pour écouter vos questions. J'imagine qu'il y a des questions. En attendant, je vais essayer de voir. Je vais voir si je peux vous voir, parce que comme je ne vous vois pas, ça me gêne pas mal. Je ne suis pas très à l'aise. J'aime bien regarder les gens qui m'écoutent. Mais vous pouvez poser vos questions, je vous écoute. C'était pas au congrès de Bruxelles, ça a organisé le congrès
Ah oui, 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 très bien, oui, c'est ça, oui. Le congrès de Solvay. Oui, le premier congrès Solvay, je Oui, pense. le premier congrès de Solvay, où on a les plus grands scientifiques européens Oui. qui ont participé à l'essor, à l'avènement de la physique quantique. Je dis bien la physique quantique. Donc là, on a des personnages qui vont nous intéresser. On a des grosses têtes là. Alors, on a, écoutez, on a Bohr, on a Heisenberg, on a Pauli, on a Schrödinger, Dirac, Einstein et Planck. On a d'autres, mais parmi ce joli monde-là, en fait, il y en a que 5 ou 6 qui vont nous intéresser. 5. Et en particulier, il y en a 3 qui vont nous intéresser ici. Bohr, Heisenberg et Pauli. Alors, j'aimerais vous demander, est-ce que vous connaissez le lien qui réunit, qui est entre ces 3 hommes-là? Je répète, Bohr, Heisenberg et Pauli. Ça, c'est très connu. Ça, il faut le savoir, ça. Quel lien qui est entre ces 3 hommes-là? Pauli, Heisenberg et Bohr. Quelqu'un peut me dire? Je ne vois pas. Vois pas? Eh bien, ils sont à l'origine de l'école de Copenhague. Eh oui, c'est eux qui ont fondé l'école de Copenhague. Ah bon. Eh oui. Eh oui. En fait, il y avait, écoutez, il y avait une discussion, une éternelle discussion, une problématique qui a, qui, entre Albert Einstein et Niels Bohr. Il y avait une question qui a fait le tour du monde. Il y avait, on va dire, une mésentente intellectuelle entre Bohr et Albert Einstein. Ça, c'est assez connu puisque c'est ça qui a donné naissance à l'école de Copenhague. Parce que Albert Einstein, lui, c'était un réaliste. Vous connaissez certaines de ses expériences de pensée, vous connaissez certaines de ses phrases, parce qu'Albert Einstein, en tant que réaliste, donc partisan du réalisme, c'est quoi? C'est une doctrine philosophique qui pensait que euh, une doctrine philosophique qui pensait que les propriétés des particules sont définies avant toute observation. Autrement dit, que la nature de la réalité, autrement dit, je vais essayer d'expliquer ça. La réalité matérielle objective est complètement indépendante de l'observateur. Là, je suis en train de résumer, si vous voulez, la pensée d'Einstein. C'est pour ça qu'Einstein disait que je me plais à savoir, je me plais à savoir que la Lune existe, même quand je ne la regarde pas. Vous avez entendu déjà cette phrase-là. Oui. Voilà. Je me plais, voilà, c'est une phrase, je suis en train de résumer. Hein. Il a dit quelque chose de ce genre. Je me plais à savoir que la Lune est là quand je ne la regarde pas. Rappelez-vous l'expérience des fentes de Young. Lorsque vous regardez par où passe la particule, lorsqu'il y a un œil, eh bien, la nature du résultat change. Les résultats changent en fonction de s'il y a un observateur ou pas. Par contre, s'il n'y a pas d'observateur, effectivement, eh bien, on a encore autre chose. Donc, autrement dit, pour que la matière puisse se former, la nature profonde de la réalité, je parle de la réalité matérielle et objective, et dépend de celui qui l'observe. Ça dépend s'il y a un observateur ou pas pour l'observer, vous comprenez? Pour le regarder. Et donc, c'est pour ça qu'Albert Einstein, lui, il n'était pas d'accord avec ça. Pour lui, non, non, non. Non, non, je sais pas, il n'est pas d'accord. Non, les électrons sont toujours là. Ils ont des propriétés éternelles. D'accord? L'électron n'a pas besoin de moi pour exister. Il n'a pas besoin de moi. Il existe réellement de toute éternité. D'accord? Mon observation ne va pas jouer du tout sur son comportement. D'accord? Et c'est pour ça que. Par rapport à cette image-là, donc là, ils sont 29, donc la conférence de Solvay, qui a lieu à Bruxelles, du côté de Beaucaire, là, je crois. Oui. L'hôtel Métropole. Oui. L'hôtel Métropole là, de Beaucaire. Eh bien, ici, vous avez 19 prix Nobel, donc que des hommes, sauf une femme ici. Donc, je rends hommage aux femmes, non pas parce que. Je rends hommage à cette femme, Marie Curie, non pas parce qu'elle soit la seule, mais parce que aussi, elle est la seule à avoir eu 2 fois le prix Nobel. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Non seulement c'est la seule femme, mais aussi c'est la seule à avoir eu 2 fois le prix Nobel. Voilà, donc je tenais. Là, c'est plutôt embêtant. Là, on a coupé votre micro. C'est coupé. Ah d'accord, ok, pardon. Voilà. Alors,
Alors, à quel moment vous m'avez perdu? Vous pouvez me dire, s'il vous plaît? On parlait encore de Madame Curie, là, qui a ces deux prix Nobel, effectivement. Oui, Oui. Oui, oui. Je disais que Marie Curie, c'est la seule femme à avoir eu 2 prix Nobel, tout à parmi fait. les 19 prix Nobel qui étaient là. Ouais. D'accord? Donc, c'est pour cela que je la rendais hommage, et c'est pour ça que je trouve son parcours incroyablement courageuse. Oui. Sachant qu'à l'époque, les femmes n'étaient pas très bien vues. C'est juste une parenthèse, hein. Ah, oui, oui. Ouais, juste une parenthèse. Alors, donc, je reviens à nos moutons. Donc, je disais que dans, l'école de Copenhague, qui est au Danemark, je crois, il me semble, au Danemark, hein, euh, eh bien, les 3 hommes qui faisaient partie de ce trio-là, Bohr, Heisenberg et Pauli, eh bien, pour eux, effectivement, l'état des particules est défini au moment même de l'observation. Ça signifie qu'il n'existe rien en dehors de l'observation. On peut faire quoi que ce soit, rien du tout, avant toute observation. Ça, c'est la clé, ça, c'est fondamental. Alors que pour Albert Einstein, en fait, pour Albert Einstein, la mécanique quantique était quelque chose d'incomplet. C'était vraiment quelque chose vraiment d'incomplet. Alors que pour Bohr, le formalisme de la mécanique quantique décrit tout ce qu'on peut connaître. Et tout ce qu'on peut connaître et tout ce qu'on peut dire d'un système. Donc, la mécanique quantique se complète à elle seule. Et les lois qui la gouvernent fonctionnent merveilleusement bien. En tout cas, ça c'est pour Niels Bohr. Mais Albert Einstein n'était pas d'accord avec ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a été amené à parler de l'intrication spatiale. Oui, parce qu'il existe aussi l'intrication temporelle. Et donc, ça c'est une expérience de physique quantique qui est intuitive, mais qui est formidable, hein, franchement. Elle est assez hallucinante, elle est déroutante. Je vais essayer de vous expliquer ce phénomène-là. Eh bien, c'est très simple. En fait, on a constaté, et il y a même eu un prix Nobel là-dessus, hein, on a constaté que lorsqu'on fait une mesure sur une particule, je veux dire une mesure, je ne sais pas moi, par exemple, lorsqu'on mesure la polarité d'un photon, hein, lorsqu'on mesure le spin d'un électron, par exemple, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Étant donné qu'ils sont intriqués, eh bien, on observe que l'autre particule va aussitôt être affectée par la mesure, instantanément, quelle que soit la distance qui les sépare. Ça, c'est incroyable. Je répète, quelle que soit la distance qui sépare 2 particules intriquées, lorsqu'on fait une mesure sur l'un, eh ben, l'autre va instantanément subir la même mesure. Et ce, quelle que soit la distance qui les sépare. On a déjà réussi à faire ça à plusieurs kilomètres. Permettez-moi de vous dire qu'on a déjà réussi à faire ça pendant plusieurs kilomètres. Et il y a même eu un prix Nobel là-dessus. Il existe même des records d'intrication. Hein. Lorsqu'on dit 2 particules sont intriquées, ça signifie qu'ils sont corrélés. Donc ici, on a le concept de non-localité, de non-causalité qui apparaît ici. Donc la non-localité fait quelle que soit la distance, lorsqu'on mesure l'un, l'autre est immédiatement, instantanément affecté. Eh bien, c'est un phénomène qui lie intimement les propriétés de 2 particules. Et cela, Albert Einstein ne pouvait pas le concevoir. Et d'ailleurs, en dérision, je dis bien en dérision, Albert Einstein a surnommé ce phénomène-là l'effet fantôme à distance. Parce que, on va prendre un exemple. Les particules sont éloignées, on va dire, à plusieurs, je sais pas moi, à plusieurs milliers d'années-lumière. Alors, il faudrait des milliers d'années pour que les 2 particules commencent à communiquer entre elles. N'est-ce pas? Or, il n'y a rien qui dépasse la vitesse de la lumière. Comment les particules ont eu le temps de communiquer entre elles alors qu'elles n'ont pas pu voyager plus vite que la lumière? Est-ce que quelqu'un a une réponse à ça? Est-ce que tout le monde a compris ce que je viens de dire? Est-ce que tout le monde a compris la problématique que je vais dénoncer? Vous avez des particules qui sont séparées à des milliers d'années-lumière qui réagissent instantanément, immédiatement. Ça a été fait plusieurs fois sur Terre, dans les laboratoires. Je crois que le record d'intrication, c'est quoi? 22 ou 50 km? Voire même plus? Je ne sais pas si quelqu'un a la réponse. J'aimerais bien savoir quel est le record d'intrication en ce moment. Il me semble que c'est 50 km, mais je ne suis pas sûr. D'accord? En tout cas, c'est Alain Aspect qui a démontré formellement, Alain Aspect, un physicien français, qui a démontré formellement la non-localité qui existait dans l'intrication. Il a démontré effectivement qu'il y avait bel et bien
un phénomène qui faisait que les particules réagissaient instantanément, quelle que soit la distance qui les sépare. Parce que lorsque cette expérience a été réalisée, on a eu beaucoup de doutes. On a pensé que peut-être qu'il y avait des phénomènes qu'on ne connaissait pas, des variables cachées qu'on ne maîtrisait pas. On a pensé que non, il y avait autre chose, il y avait une causalité qui nous échappait. On a pensé à des phénomènes non quantiques. Voilà. Mais il se trouve qu'en 1900, des années 60, il y a un jeune physicien irlandais qui est venu clore le débat entre Bohr et Einstein. Évidemment, Einstein est déjà mort dans les années 60. Mais ce physicien-là, il s'appelle Lebel, John Lebel, je ne sais pas si vous le connaissez. Eh bien, il a fait une expérience extraordinaire, une expérience magistrale, phénoménale, qui a permis de clore définitivement le débat. Je parle bien d'expérience, une expérience qu'il a réalisée avec des instruments, avec des polarisateurs, etc. Et il a démontré qu'il n'y avait pas de variable cachée dans l'expérience. En tout cas, il a démontré qu'il n'y avait pas de variable cachée non locale qui pouvaient justifier cette influence instantanée des particules. Dommage qu'Einstein était déjà décédé à l'époque, parce que, bon, n'oubliez pas qu'Einstein, lui, ne croyait pas du tout en ça. Il pensait que la mécanique quantique était incomplète et qu'il existait et par conséquent, il y avait certainement une explication qu'on n'avait pas encore découverte. Et c'est pour ça qu'il a appelé action fantôme à distance ou effet fantôme à distance, dans un art de dérision. Eh bien, non seulement dans les années 60, je crois que c'est en 1961, John Lebel a démontré qu'il n'existait aucune variable cachée dans l'expérience, mais en plus, un aspect a enfoncé le clou en 1982, lorsqu'il a démontré expérimentalement la réalité de l'intrication quantique sur les particules de lumière. Et ça, c'est très, très important. Là, maintenant, il n'y a plus aucun doute que l'intrication spatiale, c'est un phénomène réel. Et ça a été, même aujourd'hui, en 2020, ça a été perfectionné. Hein, parce qu'on a réussi à peaufiner l'expérience en agrandissant la distance entre les particules en question. Et donc, ça, c'est une chose importante qu'il faudra comprendre lorsqu'on va aborder le thème de la gomme quantique. Parce que le phénomène d'intrication apparaît. D'accord? Donc, si quelqu'un n'a pas compris ça, c'est maintenant il doit s'exprimer. Oui. Oui, tout à fait, oui. Alors, effectivement, il se trouve que l'expérimentateur, l'observateur, il va induire une ingérence sur la mesure. D'ailleurs, le problème de la mesure, c'est un problème qui est redoutable en physique quantique. L'observateur a un œil. L'œil, c'est un instrument de mesure. Il faut le savoir, ça. L'œil, c'est un instrument de mesure. Donc, que ce soit vous utilisez un appareil de mesure ou bien votre œil, ça revient au même. Il y a ingérence avec la particule. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque l'observateur se pointe son nez, il va détruire la fonction d'onde, la fonction ondulatoire qui a permis aux particules de traverser les fentes en même temps. S'il y a un œil pour l'observer, si jamais vous décidez de savoir par quel trou, par quelle fente la particule va passer, eh bien, la fonction d'onde est détruite. Elle s'effondre et par conséquent, vous aurez un seul chemin et pas deux. Un seul chemin va pouvoir se configurer définitivement sur l'écran de visualisation. Et la deuxième question, c'était quoi encore? Allô? Oui, voilà. Oui, voilà. Donc, j'ai répondu à la première. Donc, mesure, en fait, j'ai répondu aux deux. J'ai fait d'une pierre deux coups. Voilà. Ce que j'entends par mesure, l'œil permet de faire des mesures. Hein. Ça suffit pour faire une mesure, l'œil. Hein. Donc, l'œil ou bien un appareil, tout simplement. Donc, en fait, une mesure, tout simplement, c'est le fait. En fait, c'est plus subtil que ça. C'est le fait d'interagir avec un système quantique. C'est ça, il faut retenir, le mot-clé. La mesure, c'est le fait d'interagir avec un système quantique. Donc, ça peut être un instrument ou ça peut être l'œil humain.
Alors, voilà, la première propriété, c'est la non-localité. La non-localité, parce qu'on s'en fout complètement de la distance qui sépare les particules. Ça se fait à n'importe quelle distance. Je parle, l'influence instantanée se fait à n'importe quelle distance, d'où la non-localité. Il y a une deuxième propriété qui est la causalité. Voilà, la causalité. Est-ce qu'il y a causalité ou non? Voilà. Et d'ailleurs, ça va nous permettre de parler de la gomme quantique causalement déconnectée. Qu'est-ce que c'est une gomme quantique causalement déconnectée? Donc, voilà. Donc, en fait, dans l'intrication spatiale, hein, c'est ça. C'est cette mesure, c'est cette influence instantanée-là qui se caractérise à la fois par la non-localité et la causalité. Donc, évidemment, vous savez, on peut aller très loin. Donc là, je me limite volontairement à des explications simples, mais on peut aller très loin. On peut très bien dire, par exemple, que, je ne sais pas moi, écoutez, puisqu'il n'y a rien qui dépasse la vitesse de la lumière, d'accord? Puisque les particules n'ont pas eu le temps de se déplacer plus vite que la lumière pour communiquer entre elles, ça signifie qu'il n'y a pas d'espace. L'espace n'existe pas. L'espace est une notion abstraite. Est-ce que ça pourrait signifier ça? Ça signifie qu'il n'y a pas de séparation entre les deux particules. Ça signifie peut-être qu'au départ, il y avait peut-être des... Je ne sais pas moi, les particules étaient déjà pré-gouvernées par des lois qu'on ne connaît pas. Donc, s'il n'y a pas de séparation entre les particules, si tout est lié, si tout est connecté, effectivement, pourquoi parle-t-on d'espace alors? Parce que l'espace n'est pas une illusion dans ces cas-là. Vous voyez à quel point ça peut aller assez loin, voyez-vous? Voilà. Autre question? Il y a d'autres questions, moi, José? Bon, sachant que je n'ai pas terminé, hein, mais bon, on a le temps, il n'y a pas de souci. Moi, j'essaie de retrouver, j'essaie de regarder sur mon GSM. J'essaie de vous regarder à travers mon GSM, de manière à avoir deux écrans. Bon, écoutez, on va continuer tout doucement, si ça vous dit. Alors, donc, le phénomène d'intrication spatiale. Alors, pour info, je me permets une petite digression en ajoutant que vous savez que l'espace, il y a le temps. On parle de continuum spatio-temporel. D'accord? On ne peut pas parler d'espace, on parle de temps. Donc, s'il existe une intrication spatiale qui, par définition, c'est une non-localité dans l'espace, je rappelle, une non-localité dans l'espace, on peut très bien penser qu'il y a une intrication temporelle. Donc, une intrication temporelle, ce serait une non-localité dans le temps. Et ça, c'est pas de n'importe quoi. Ça a été démontré par deux physiciens israéliens il n'y a pas très longtemps. La non-localité dans le temps. Il y a quelque chose de formidable qui a été déterminé, qui a expérimentalement été déterminé, c'est qu'on a réussi à montrer que deux photons, je dis bien deux photons corrélés, pouvaient coexister à des temps différents. Ça, c'est une expérience qui a été incroyablement déroutante. Je ne sais pas si vous avez eu... Si vous voulez, je vais vous donner le lien de cette expérience-là. Je crois qu'il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près 2 ou 3 ans, je crois. Hein, c'est des physiciens israéliens qui ont démontré ça. Ils ont fabriqué une paire de photons corrélés. Il y en a un qui a disparu, ok? Il y en a un qui a disparu, et il y en a un autre qui a été créé. Et la surprise, c'est que les deux photons continuaient à être corrélés, à être intriqués, malgré la disparition de l'un et malgré l'apparition de l'autre. Comment vous expliquez ça? Eh bien, on explique ça par un phénomène d'intrication temporelle. Ça signifie qu'on peut avoir une non-localisation dans le temps. Donc, si un objet quantique peut être influencé, peut être corrélé, quel que soit le temps qui les sépare. J'allais dire quelle que soit la distance, non, c'est quel que soit le temps qui les sépare. D'accord? Donc là, c'est encore beaucoup de choses. Hein. Ça, c'est assez déroutant. Voilà, fin de digression. Alors, je continue. Voilà, maintenant, nous allons parler de la fameuse gomme quantique en question. Alors, tout d'abord, je dois vous dire qu'il y a plusieurs types de gommes. L'expression gomme quantique, c'est une expression qui est générale, qui est vraiment généralisée, pour parler d'un effet quantique qui est très particulier, pour parler en fait d'un phénomène qu'on n'a pas compris jusqu'à présent. Il y a beaucoup d'interprétations là-dessus. C'est un concept qui est assez controversé. Vous allez dire que j'aime bien les choses, les sujets controversés. Mais en fait, la gomme quantique, c'est une expérience véritable, hein, qui n'est pas controversée. Ce qui est controversé, par contre,
c'est sa façon de l'interpréter. C'est l'interprétation du phénomène qui est controversée, et non pas le phénomène en lui-même. Il suffit de trouver une expérience définitive qui puisse, qui puisse la valider, tout simplement. Alors, moi, j'ai choisi de vous présenter 2 ou 3 expériences qui va vous permettre de comprendre ce que c'est, ce que peut être la gomme quantique en question. En particulier, la gomme quantique à choix retardé. Là, ça c'est important. La gomme quantique à choix retardé parce qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs expériences, je crois qu'il y en a même une demi-douzaine. Mais bon, je vais vous présenter 2 ou 3. Je ne sais pas, suivant le temps qui me reste. Voilà. Et accrochez-vous parce que ce n'est pas simple à comprendre. Alors, en fait, tout part des fentes de Young, en fin de compte. Tout part des fentes de Young. Et là, c'est la plus facile à expliquer. C'est vraiment la plus facile. Regardez un peu mon schéma, là. Donc, vous avez un canon électron ici. Donc, il va envoyer des électrons. Donc, les électrons vont passer par les fentes que vous connaissez ici, hein, par les 2 fentes. D'accord? Donc, vous connaissez voilà, le jeu comme le jeu habituel. Donc, si on ne regarde pas, on va avoir des franges d'interférence. Et si on regarde, si on pointe son nez, eh bien, on va avoir, c'est la nature corpusculaire de l'électron qui va se prononcer ici. D'accord? Donc, on a une dualité onde-corpuscule. Soit on a des corpuscules, soit on a des ondes. Alors, si on met une caméra pour observer, on va mettre une caméra ici. OK, d'accord, qu'on va appeler D1, ici. On va mettre une caméra ici. On va mettre une caméra D2 ici. Donc, juste à la sortie. Comment? Donc, juste à la sortie. Comment? Donc, juste à la sortie. Comment? Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que tout le monde a entendu ce que j'ai dit là? Ça va? D'accord, ok. Voilà, donc je recommence. J'ai dit que on va reprendre, comme tout à l'heure, avec les fentes de Young. Donc, on a un canon à électrons qui va envoyer un électron, un par un, d'accord? L'électron va traverser les fentes. Donc, soit on a un détecteur pour détecter par où l'électron va passer. Donc, dans ce cas, on aura ici une caractéristique qui va indiquer la nature corpusculaire de l'électron, ou soit on n'en regarde pas du tout, et on aura une caractéristique qui va indiquer la nature ondulatoire de l'électron. D'accord? Donc, n'oubliez pas qu'on est dans une dualité onde ou corpuscule. Donc, si on place un détecteur ici, normalement, on devrait voir par où passe l'électron. Mais comme on sait, eh bien, le fait de regarder, eh bien, l'expérience va se limiter à des particules qui sont ici dessinées aléatoirement sur l'écran de visualisation. Alors, donc, vous savez, les physiciens sont malins. Alors, pour savoir, les physiciens sont malins parce qu'ils vont placer un détecteur, non pas sur la fente, pour voir par où passent les électrons, mais ils vont placer les détecteurs juste à la sortie des fentes. Est-ce que vous pouvez comprendre pourquoi? Ils vont placer un détecteur juste à la sortie des fentes parce que, à ce moment-là, ils sauront exactement par quelle fente, ils espèrent savoir par quelle fente l'électron est passé, parce que ici, les dés sont jetés. Les dés sont jetés. N'oubliez pas que c'est l'acte de regarder, c'est l'acte d'observer qui va détruire les états quantiques de l'électron. Mais si on ne regarde pas, si on regarde juste après que les fentes ont été franchies, donc on peut quand même voir. Donc ils vont inventer un dispositif pour voir qu'est-ce qui se passe juste après les fentes et même juste avant que la particule atteigne l'écran de visualisation. Donc il va avoir un détecteur placé ici et ici. Mais non, la particule est beaucoup plus malin que ça. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, parmi les 2 chemins possibles qu'on a là, le fait de placer un détecteur ici, qu'on va allumer, eh bien, tout simplement, la particule va se comporter comme un corpuscule. Encore une fois. Si on regarde, si on allume ici, la particule va se comporter comme un corpuscule. Si on allume ici en D2, la particule va se comporter comme
encore comme un corpuscule. Si on n'allume pas ici, si on décide de ne pas regarder ici, et si on décide de regarder ici, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? On aura quoi? Particule ou corpuscule? Alors, je répète, si on décide de regarder, qu'est-ce qui se passe ici? Non, si on décide de ne pas regarder, qu'est-ce qui se passe? Et là, en D2, on décide de regarder qu'est-ce qui se passe. Eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va avoir un phénomène. On va avoir une particule et non pas une onde. Si D1 est allumé et D2 est allumé, c'est clair, vous allez complètement détruire la fonction d'onde. Par contre, si D1 n'est pas allumé, mais si D2 est allumé, là aussi, vous allez détruire la fonction d'onde. Si aucun D2 n'est allumé, non, là, effectivement, là, vous aurez une onde. D'accord? Vous aurez la frange d'interférence observée ici. Donc ça, c'est assez curieux. Le fait de... Les physiciens sont assez malins. Ils ont pensé qu'en mettant un détecteur ici, ils pourraient tout simplement savoir avoir une figure d'interférence. Eh bien, il pourrait avoir une figure d'interférence et comme ça, et éventuellement savoir par où est passé l'électron. Ben non, non, pas du tout. Non, 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 non. Vous aurez beau faire, quel que soit l'endroit où vous allez placer le détecteur, même si vous placez le détecteur en sortie des fentes, juste après la sortie des fentes, ou juste avant d'arriver sur l'écran, ne croyez pas que vous allez ne croyez pas que vous allez gagner vous allez être plus astucieux que le système. Non, 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 non. Apparemment, c'est le simple fait d'interagir dans le système quantique, quel que soit, avec un détecteur, vous détruisez la fonction d'onde. Bon, parce que les physiciens ont cru que, ok, n'oubliez pas qu'au départ, on voulait savoir par où passent les deux fentes, par où passe l'électron, par quelle fente passent les électrons. Eh bien, ils ont placé un détecteur ici. Ils ont placé un détecteur ici, juste après. Donc, ils se disent, waouh, chouette, chouette, jusque-là, on a une onde. On a une onde. Mais le fait d'observer par un hasard bizarre, un hasard cosmique étrange, eh bien, la superposition des états cesse. La nature ondulatoire cesse. On a systématiquement disparition des franges sur l'écran de visualisation. Est-ce que vous avez compris? Donc là, pourquoi on appelle ça gomme quantique? En choisissant de détecter le photon en sortie du séparateur, donc le séparateur c'est ça, hein, c'est cette image ici, d'accord? Ce sont les fentes. En choisissant de détecter le photon en sortie du séparateur, on peut déterminer par quel chemin il y a pris parmi les deux possibles. Or, on peut également choisir de ne pas le détecter en le laissant interférer avec lui-même et se comporter comme une onde détectée sur un interféromètre. D'accord? L'interféromètre permet de mettre en valeur les franges d'interférence. D'accord? Donc, ce choix pouvant être réalisé après que le photon soit sorti du séparateur, cela veut dire que l'on peut gommer le passé quantique du photon pour le remplacer par un autre passé. Alors ça, mesdames et messieurs, ça c'est une pure spéculation. D'accord? Cette histoire qu'on peut gommer le passé quantique du photon pour le remplacer par un autre, ça c'est une pure spéculation. Et ça a été inventé par un physicien pourtant très célèbre, qui s'appelle John Archibald Wheeler, en 1978, d'accord? C'est un physicien qui est très célèbre. Ben oui, il est aussi célèbre. Il n'est pas aussi célèbre qu'Albert Einstein, mais il est aussi célèbre que Dirac ou que Heisenberg, d'accord? Et donc, ça, c'est la première expérience. Donc, on pense que... donc là, ici, les dés sont jetés. Je résume, parce que ça, c'est peut-être compliqué pour vous. Les dés sont jetés. Donc là, normalement, on est censé avoir le côté ondulatoire de la particule. Donc, comment ça se fait qu'à partir du côté ondulatoire de la particule qui est ici, on décide de mettre un détecteur et là, l'ondulation de la particule disparaît, comme par enchaînement. C'est quoi ça? Donc, des physiciens comme Archibald Wheeler ont pensé que, eh bien on peut gommer le passé de la particule. C'est incroyable ce truc. On peut effacer le passé quantique de la particule qui, en fait, savait que... Je ne sais pas qui savait qu'il y aurait eu un détecteur par là pour changer de résultat, pour changer de comportement. Donc là, c'est un peu délirant, je l'avoue. Je passe à la deuxième expérience.
La deuxième expérience, peut-être que vous allez peut-être mieux la comprendre. Là, on a toujours une source ici, une source de lumière. Donc là, on a des photons, d'accord? On a les deux fentes ici. Ici, on a un écran de réception, un écran de visualisation, sous lequel on observe des franges d'interférence. N'oubliez pas, les franges d'interférence vont déterminer, en fait, c'est quoi? C'est le module carré de la fonction d'onde. C'est tout simplement la délocalisation spatiale des électrons. Je répète, la délocalisation spatiale des électrons sur un écran. C'est ça ce que veut dire physiquement les franges d'interférence. Alors, je vous invite à lire avec moi. Donc, alors, c'est soit on met un écran, ou c'est soit on met deux télescopes. Regardez. Vous êtes des astronomes, n'est-ce pas? Donc, voilà, c'est sympa de mettre deux télescopes ici. Donc, chaque télescope comporte un miroir. D'accord? Et donc, les miroirs sont parfaitement alignés avec l'une des fentes. Une fente ici. Le télescope T2 est aligné avec la fente ici. Et le télescope T1 est aligné avec la fente ici. Donc, le télescope va nous permettre de savoir par quelle fente est passé le photon. Mais c'est vraiment ingénieux comme système. Je trouve ça vraiment génial. Je trouve ça vraiment génial. Ils ont placé deux miroirs de télescope pour savoir par quelle fente le photon allait passer. Ça, c'est fort. Mais, encore une fois, le système quantique n'a pas dit son dernier mot. Alors là, on reprend l'expérience de la double fente. On le reprend, cette expérience-là. C'est pour ça que je vous avais dit que la notion de superposition d'état et d'intrication est importante là. On va voir ça. Donc, on reprend cette expérience de double fente dans les conditions les plus idéales possibles. Et on va considérer que le passage d'un électron ou d'un photon, je vous avais dit qu'on pouvait mettre les deux, donc le passage d'un électron ou d'un photon à travers cette double fente, on prendra le cas des photons, parce que là c'est plus facile, parce que là on a des miroirs de télescope. Les miroirs de télescope vont être réfléchis. Au lieu de déterminer le passage d'un photon au moment où il traverse les fentes, donc c'est ça, on attend que l'onde lumineuse du photon ait largement dépassé celle-ci, ce que j'avais dit. Donc, si l'onde lumineuse du photon a largement dépassé ceci, donc là, mesdames et messieurs, les dés sont jetés. Les dés sont définitivement jetés. Donc là, normalement, on devrait observer le caractère ondulatoire de la particule, sans problème. On devrait même savoir par quelle fente il est passé. Ça signifie que si un télescope est éclairé ici, on saura. Si le télescope T2 est éclairé ici, on saura qu'il est passé par cette fente-là. Et si le télescope T1 est éclairé ici, on saura qu'il est passé par cette fente-là. D'accord? Sauf qu'au dernier moment, l'observateur se donne le choix, soit de laisser l'écran E pour obtenir les franges d'interférence. Il a le choix, l'observateur. Soit il laisse l'écran E pour obtenir les franges d'interférence, ou soit il décide de le remplacer par une série de deux télescopes T1 et T2 focalisés sur chacune des fentes. C'est ce que je vous ai dit. Les deux télescopes ici sont focalisés sur les deux écrans, à égale distance. Ils le sont à égale distance. Dans ce dernier cas, on peut montrer que cela revient à observer une trajectoire pour le photon. D'accord, c'est classique jusqu'à présent. Lorsqu'il y a l'écran ici, l'écran, ça c'est les formes de Young classiques. Maintenant, on va ajouter les télescopes et c'est là qu'on va avoir affaire à la gomme quantique. C'est là que l'expérience devient stupéfiante. Bien qu'ayant dépassé les deux fentes, c'est le choix de l'observateur qui va déterminer dans le passé par quelle fente le photon a voyagé. Par une ou par les deux en même temps. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Mais c'est l'interprétation, on va dire, la plus intuitive. Voilà, parce qu'on ne comprend pas comment... pourquoi le résultat change, parce qu'on a placé des télescopes. On ne comprend pas ça. C'est comme si la particule savait qu'on avait placé des télescopes. Le problème, c'est que lorsqu'on place les télescopes ici, les deux télescopes, eh bien, on va vraiment brouiller le résultat. On va vraiment brouiller le résultat. Et au lieu d'avoir les franges d'interférence ici, on va avoir une absence d'interférence. Donc, autrement dit, le photon va se comporter, mesdames et messieurs, non pas comme une onde, mais comme un corpuscule. Ça, c'était la deuxième expérience. Oups, oula. On va avoir la troisième expérience de la gomme quantique, et on va terminer là, parce que je vous sens un peu
Je ne vous vois pas, mais je sens que ça, que dans vos neurones, là, je sens que ça fusionne, que ça fuse de partout. On va prendre une autre expérience qui est peut-être plus sympathique. Et ce sera la dernière, sachant qu'il en existe plusieurs. Alors, un émetteur de photons A. Alors là, c'est très bien expliqué. Franchement, là, c'est vraiment bien expliqué, vous allez comprendre. Un émetteur de photons A émet des photons individuels vers un convertisseur B. Alors, je dois expliquer qu'est-ce que c'est un convertisseur B. Alors, un convertisseur, tout simplement, un convertisseur bas, c'est une machine, c'est une machine, c'est un appareil qui permet de créer des paires de photons intriqués. Ça, il faut le savoir. Hein. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce genre d'appareil. Donc, c'est un appareil qui, à partir d'un photon, en entrée, crée 2 photons en sortie et qui est parfaitement intriqué. Donc, ce convertisseur en question, il va réémettre 2 photons intriqués. D'accord? Un des photons est appelé photon signal ici, est dirigé vers un dispositif de forme de Young, voilà. Des filtres polarisateurs D et E sont placés à l'entrée de chaque fente. Donc, vous avez un filtre polarisateur qui est placé ici à gauche, et un autre filtre polarisateur qui est placé ici en E. Rappelez-vous, j'espère que tout le monde sait ce que c'est un filtre polarisateur. D'accord? La polarisation, pour moi, c'est la principale propriété intrinsèque de la lumière. Ceux qui possèdent des lunettes, c'est un filtre polarisant. Ceux qui ont une voiture avec des vitres teintées, la vitre teintée, c'est aussi un polarisateur. D'accord? Donc, ça va orienter la lumière qui traverse. Alors, donc, des filtres polarisateurs D et E sont placés derrière les fentes afin de marquer le passage du photon par l'une ou l'autre fente. Attendez. Je vais mettre en plus grande. Attendez. Je vais mettre en plus grande résolution afin que tout le monde puisse voir. Voilà, ok. Là, c'est mieux. Alors, je répète, des filtres polarisateurs D et E sont placés derrière les fentes afin de marquer le passage du photon. Je dis bien marquer le passage. Hein. Il n'y a pas d'expérience qui est faite. Hein. C'est juste marqué. Le photon est ensuite détecté sur une plaque photographique en F. D'accord? Donc, la plaque photographique ici, c'est notre écran de visualisation. Parallèlement, l'autre photon appelé photon témoin, donc ce photon-là, n'oublions pas qu'ils sont intriqués. L'autre photon appelé photon témoin est émis vers un détecteur de polarité en I, ici. En G se situe le dispositif de gomme quantique, ici, amovible. Ça signifie qu'on peut le changer, on peut l'enlever. Dont nous parlerons plus loin. Dans un premier temps, nous admettons que la gomme est absente. Donc là, il n'y a pas G, dans un premier temps, elle est absent. Il n'y a pas de gomme quantique. Hein. Donc, s'il n'y a pas de gomme quantique, on a affaire à l'expérience des formes de Young classiques. D'accord? Ok, vous envoyez un photon ici, une particule ici, il passe par les 2 franges en même temps, et on a une frange d'interférence. Point barre. Ça, c'est l'expérience classique des formes de Young. Donc, dans un premier temps, nous admettrons que la gomme est absente. La détection en I permet alors de connaître par quelle fente est passé le photon par effet EPR. Est-ce que tout le monde a compris ça? Ça, c'est important. La détection en I permet de savoir, de connaître la polarité du photon qui est passé par ici. Soit il a la polarité D, soit il a la polarité E. Comment est-ce possible? Simplement par effet EPR. L'effet EPR, c'est l'effet Einstein, Podolsky, Rosen, des noms des 3 physiciens qui font partie de l'école de Copenhague et qui pensaient qu'avec une influence instantanée, lorsqu'on mesurait une particule, l'autre particule de l'autre côté prenait exactement la même mesure, la même polarité. Donc là, vraiment, on a une belle démonstration ici de l'effet EPR. J'ai oublié de préciser précédemment qu'est-ce que c'était EPR. Hein. EPR, c'est les 3 noms de physiciens, Einstein, Podolsky, Rosen. Parce qu'en fait, c'est une expérience... N'oublions pas qu'Einstein avait essayé de ridiculiser, avec une expérience de pensée, ridiculiser l'école de Copenhague avec les histoires d'action fantôme à distance. D'accord? Et donc, la détection en I, la polarité qu'on va avoir ici, qu'on va trouver, va correspondre à la polarité que va prendre le photon D ou le photon E. Donc, on va savoir par effet EPR
par où est passé l'électron. Sauf que si on le fait, eh bien, mesdames et messieurs, on aura non pas une frange d'interférence, on aura une absence de frange d'interférence. D'accord? Vous détruisez les états quantiques, parce que vous avez eu l'information. D'accord? Par corrélation, à distance, on peut savoir par quel point le photon va passer. Mais ça, c'est fort, ça. Non, mais c'est vraiment formidable. Donc, en effet, bon, le schéma ici résume ce que je viens de dire. En effet, la polarité prise par le photon signal en D ou en E influe sur la polarité mesurée du photon témoin. Voilà, voir l'expérience d'aspect, aspect qui a eu le prix Nobel. Naturellement, cette détection en I brouille la figure d'interférence en F. Donc, alors, je résume. En fait, le fait de mesurer ici, avec un détecteur de polarité, le fait de mesurer ici le photon, eh bien, ça va brouiller la figure d'interférence. Donc, qui dit brouillage de figure d'interférence va dire absence d'interférence, autrement dit, présence de la nature, non pas ondulatoire, mais corpusculaire du photon. Le photon en tant que grain de lumière. Donc là, la gomme quantique ici, on va voir quel est son rôle ici. Là, maintenant, on va voir quel est le rôle de la gomme quantique par rapport à cette expérience-là. Si maintenant, un polarisateur est placé en G, la polarisation mesurée en I sera alors toujours la même. Ça, c'est une phrase clé. Je répète, si maintenant un polarisateur est placé en G, la polarisation mesurée en I sera toujours la même, quelle que soit la polarisation prise par le photon-signal D ou E. Il devient donc impossible de savoir par quelle fente est passé le photon. Impossible. Le fait de placer ici un polarisateur fait qu'il est impossible de savoir par où passe le photon, en D ou en E. Ce simple fait rétablit la figure d'interférence en F. C'est ce polarisateur qui est appelé gomme quantique. J'espère que vous avez compris ça. Si on place un polarisateur ici, on a à nouveau la figure d'interférence. Si on ne place pas le polarisateur ici, on a destruction totale de la figure d'interférence. Alors maintenant, si la distance B et G est supérieure à la distance BC, essayez de comprendre pourquoi on fait ça. Essayez de comprendre pourquoi on suppose que la distance BG est supérieure à la distance BC. Eh bien, tout simplement, on va essayer de comprendre pourquoi le photon prend tel ou tel résultat. Il va arriver plus vite ici, dans les fentes. Si cette distance-là est plus courte, évidemment, il va arriver plus vite, beaucoup plus vite. Avant même qu'on place un détecteur ici. Avant même qu'on place une gomme quantique. Vous comprenez? Donc, si la distance BC est inférieure à la distance BG, évidemment, la distance BC est inférieure à la distance BI. Parce que BI est très loin. BI, c'est là où est placé le détecteur final. D'accord? Donc, si la distance BG est supérieure à la distance BC, la gomme quantique intervient après que le photon signal ait impressionné la plaque photographique, ici en F. Alors, donc la question est, comment le photon signal sait-il qu'une gomme quantique a été placée en G, afin de former une figure d'interférence ou non? C'est là est toute la difficulté de l'interprétation de l'expérience. Donc, je rappelle, l'expérience de la gomme quantique, c'est une expérience qui est réelle. Il ne s'agit pas d'une masturbation intellectuelle, non. Il s'agit d'une véritable expérience qui a été réalisée dans des laboratoires. Seulement, là où c'est controversé, c'est la façon dont on va interpréter cette expérience-là. Donc la question est, est-ce que c'est la seule interprétation qu'on peut avoir? Cette histoire d'effaçage du passé. Et donc, encore une fois, cette expérience-là fait appel au temps, de la nature du temps, la flexibilité du temps. L'élasticité du temps. Ceux qui me connaissent savent que c'est un de mes sujets favoris. J'ai eu l'occasion de donner des conférences pour l'Attitude 50-50. J'ai eu l'occasion de parler du temps dans 2 conférences que j'ai données, je crois, l'année dernière. Mais même dans le club, je crois, j'avais fait une conférence sur le temps, sa nature flexible et son côté linéaire, son côté causal, les liens de causalité qui existaient dans les liens de principe de causalité qui étaient importants et qui caractérisaient le temps lui-même. Et donc, je pourrais en discuter franchement pendant des heures et des heures, mais ce n'est pas mon but là ce soir, ce n'est pas du tout mon but.
Mon but était de vous permettre de comprendre en quoi consiste l'expérience de la gomme quantique, pourquoi elle fait, et comment elle fait appel au principe de superposition des états, on l'a vu. Ici, elle fait appel au principe de superposition des états, qu'on voit ici en C. Donc, autrement dit, la dualité onde-corpuscule. Suivant le résultat qu'on va utiliser, on va avoir soit une onde, soit un corpuscule. Il permet de faire appel aussi à le phénomène d'intrication, qui est complètement indépendant de la distance, et que je trouve qu'il est une expérience formidable. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, parce que normalement, j'ai terminé, je crois. Je vous ai parlé de 3 expériences. Voilà, donc, ah oui, donc oui, voilà. Donc, après l'interprétation, bien sûr, est-ce qu'on peut parler de choix causal déconnecté? Et il y a aussi une hypothèse de longue pilote de Broglie. Donc, juste avant de finir, j'aimerais vous parler des possibilités d'interprétation autres qu'on peut avoir. Lorsqu'on a interprété le phénomène d'intrication quantique, on a fait l'hypothèse, ou plutôt l'expérience de Bell qui a eu lieu en 1960, et même l'expérience d'Alain Aspect en 1922, qui a eu le prix Nobel, concerne les variables cachées locales. Ça concerne les variables cachées locales. Ça, c'est important. Sachant que la mécanique quantique, c'est une discipline qui est par essence indéterministe, probabiliste. Donc, il y a des physiciens, comme David Bohm, comme De Broglie aussi, même De Broglie, ils se sont débrouillés pour rendre déterministe la mécanique quantique qui est pourtant indéterministe par essence, par définition. Donc, ils ont inventé la théorie de longue pilote. Voilà. C'est quoi? Ce sont simplement des verbes cachés non locales. Des verbes cachés non locales qui peuvent détenir implicitement, intrinsèquement les particules. Les particules savent à l'avance qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils savent à l'avance tout ce qui est dans le système quantique. Donc ça, c'est une hypothèse que je ne souhaite pas trop développer parce qu'elle n'a jamais été enseignée dans les écoles universitaires. Elle n'a jamais, encore une fois, jamais été enseignée dans les écoles universitaires. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, pourtant, bon, voilà, ce sont des physiciens et pas des moines qui ont émis cette hypothèse-là. Comme quoi, ben, tout le monde, même tout le monde peut faire des erreurs, tout le monde peut, même quelle que soit sa notoriété, tout le monde peut. Personne n'est infaillible, même le grand Albert Einstein a fait des erreurs. Hein. Il a fait 2 grandes erreurs dans sa vie, donc vous les connaissez. Voilà. Donc sur ce, je vais m'arrêter là et prendre vos questions. Voilà, je vous remercie. Merci Jérémy. Eh bien, je pense qu'il y a certainement, suite à l'intérêt que l'auditoire a manifesté à ton exposé, de nombreuses questions qui vont fuser. Voilà. Qui veut prendre la parole? Je vais essayer de voir de mon côté les questions. Je vois pas tant. Ah oui, ok. Est-ce que tu peux les afficher, José, ou pas? Tu dois cliquer sur la petite bulle, là, donc en haut de ton écran, à côté des participants, tu as une petite... Ah oui, oui, d'accord, ok. Ah oui, ok, d'accord. Voilà, tu l'as. D'accord, ben, il n'y a pas tant de questions que ça. J'ai l'impression que vous n'avez rien. J'ai la désagréable impression que vous n'avez rien compris. Ce n'est peut-être pas tout à fait faux, comme impression. Oui, la gomme quantique, c'est bien un polarisateur, oui, tout à fait. Oui. Et je ne sais plus quel physicien qui a beaucoup participé à l'élaboration de toute la mécanique quantique et tout. Lui a été très clair sur ce sujet en disant, voilà, si quelqu'un prétend comprendre quelque chose, la mécanique quantique, c'est que précisément, il n'a rien compris. Oui, oui, il y a 2 physiciens qui ont dit ça, c'est Niels Bohr et l'autre c'était, je crois qu'il s'agit de, attendez, il y a Niels Bohr et puis, j'ai oublié l'autre. Ah, en fait, non, Niels Bohr a dit que si quelqu'un lit un bouquet de physique quantique et il n'est pas émerveillé, c'est qu'il n'a rien compris.
Ça, c'est. Mais un autre, je ne sais pas, le second, là, disait si vous me dites que vous avez compris, c'est que vous n'avez rien compris. J'ai l'impression qu'il s'agit de Schwarzman. C'est Ouais, possible. oui, oui. Oui, oui, c'est Schwarzman. En fait, c'est un astronome qui a fait cette réflexion-là. Un astronome. Ah, C'était voilà, pas... Ouais, ouais, Schwarzman. Ça vous dit quelque chose? physicien. Ou Everett, un des deux. Je pense que c'était Everett ou Schwarzman, un des deux. Je crois que c'est le premier. D'accord, ok. Oui, oui, je pense. Je pense. Oui. Bon, en tout cas, oui, c'est sûr. Mais en fait, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que là, je m'exprime en tant qu'homme de réflexion et pas forcément en tant qu'homme de science. Je suis un peu philosophe aussi. En fait, le truc, c'est que la mécanique quantique possède des lois qui n'ont strictement rien à voir avec la physique classique. La physique classique, bon, voilà, on a vu avec Newton qu'on pouvait prévoir, déterminer précisément des paramètres. En physique quantique, c'est impossible. La physique quantique est régie par l'infiniment petit. La physique quantique est régie par un ensemble de règles qui échappent à l'intuition. Ça, il faut le savoir. Ça échappe complètement à l'intuition. Lorsque vous parlez de non-localité, de délocalisation, de superposition des états, lorsque vous regardez les équations, lorsque vous regardez le, le chat de Schrödinger, vous connaissez l'histoire avec le chat de Schrödinger? Non, Non? Ok, donc je vais rapidement vous décrire l'expérience du chat de Schrödinger. En fait, c'est une expérience de pensée qui met en évidence la superposition des états et du rôle de l'observateur qui va décider de choisir, qui va choisir de regarder ou de ne pas regarder l'expérience. Voilà. Oh, alors, c'est une expérience un peu criminelle. Hein. Alors, donc, pour les cœurs sensibles, abstenez-vous. Il y a un chat qui est enfermé dans une cage, dans une cage, hein, bon, complètement isolée, et dans la cage, il y a un dispositif hein, qui va émettre un poison qui va tuer le chat. Mais justement, ce dispositif-là est lié à un atome d'uranium. Sauf que le problème, c'est que l'atome d'uranium, c'est un être quantique. L'atome d'uranium, il va se désagréger, il va se désintégré. désintégrer. Or, aucun physicien au monde ne peut dire à quel moment un atome d'uranium va se désintégrer. Je répète, aucun physicien ne peut dire à quel moment un atome d'uranium va se désintégrer. Donc, le fait que l'atome d'uranium est en superposition d'états, il peut se désintégrer ou ne pas se désintégrer. Donc, s'il se désintègre, il va déclencher un gaz mortel qui va tuer le chat. Et s'il ne se désintègre pas, eh bien, le chat est vivant. Il ne va pas déclencher le gaz mortel et le chat sera vivant. Le problème, c'est que là, on a transcrit un phénomène quantique, donc infiniment petit, à un phénomène macroscopique, qui est le chat. Le chat, lui, il est vivant et le chat fait partie de notre échelle. Le chat, il est à notre échelle, mais pas à l'atome d'uranium. Donc, ils ont essayé de transposer l'infiniment petit à l'infiniment grand. Un phénomène microscopique à un phénomène macroscopique, sans transition. Donc, ça signifie que le chat, lui, il est aussi dans les deux états. Il est à la fois mort et vivant. Mais seulement, la levée de doute va se faire à partir du moment où il y a un observateur qui va pointer son nez, il va vérifier si le chat est mort ou vivant. Donc, à ce moment-là, la superposition d'états disparaît. Il y a un seul état parmi deux qui va prendre définitivement la forme de votre regard. Est-ce que vous avez compris ça? Oui. Soit le chat est mort, soit il est vivant. Voilà, ça va dépendre s'il y a un observateur ou pas pour l'observer. Voilà. Donc, encore une fois, c'est cette interaction de l'observateur dans le système quantique constitué par le chat qui va déterminer, qui va lever l'incertitude. Oui. D'accord. Donc, qu'est-ce que j'essaie de dire par là? Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que ce sont des phénomènes qui sont contre-intuitifs. Ce sont des phénomènes qui n'existent pas dans la vie de tous les jours. Je suis désolé. Dans la vie de tous les jours, notre monde, dans la vie quotidienne, on n'observait pas de superposition des états. Or, donc là, en plus, j'ai parlé de superposition de deux états, mais vous savez qu'on peut avoir une superposition de plusieurs états. Ah ben oui. On peut avoir une superposition de plusieurs états, de 4, 5 états. Donc aujourd'hui, on a fait une distinction entre, on fait aujourd'hui une séparation entre le monde de la physique subatomique, le monde des particules, avec le monde macroscopique. Les grands objets sur lesquels nous faisons des expériences,
comme si... Donc, la question est, est-ce qu'il y a une démarcation? Est-ce qu'il y a une démarcation, une séparation, une transition entre les objets de l'infiniment petit sur lesquels on travaille et les objets de l'infiniment grand? Autrement dit, est-ce qu'on peut corréler la relativité générale avec la mécanique quantique? Non, c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on essaye de faire grâce à des lois de gravitation quantique comme la théorie des cordes ou encore comme la gravitation quantique à boucle. On essaie de trouver une réunion entre deux sciences qui sont incompatibles entre elles. Les deux piliers de la physique mondiale, que sont la physique quantique et la relativité générale. La relativité générale traite des gros objets et la mécanique quantique traite des petits objets. Et les deux sont jusqu'à présent inconciliables. Mais est-ce qu'il y a une transition entre les deux? Est-ce qu'il y a une démarcation entre les deux? Est-ce qu'on peut dire à quel moment finit le microcosme et à quel moment commence le macrocosme? Autrement dit, est-ce qu'on peut dire à quel moment commence, à quel moment finit la physique quantique, à quel moment ça se termine, l'étude de la physique quantique, la mécanique quantique, et à quel moment commence la mécanique classique? Est-ce que quelqu'un le sait? Donc, on va faire on va essayer d'étudier ce qu'on appelle la décohérence. Ce qu'on appelle la décohérence quantique. Qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des transitions et des règles qui permettent de passer du monde de l'infiniment petit, donc du monde microscopique, au monde macroscopique. Et cela sans distinction, sans démarcation possible. La décohérence quantique, c'est quelque chose qui est fondamental et qu'on doit comprendre. Et c'est ça, à mon avis, qui va déterminer les futures expériences qu'on va étudier en physique quantique, comme l'ordinateur quantique, la cryptographie quantique, etc. Parce que c'est ça, lorsqu'on va bientôt réaliser un ordinateur quantique, on sera obligé de vaincre le problème de la décohérence. On n'a pas le choix. Absolument. Parce qu'on n'arrive pas à faire de la physique quantique avec des gros objets, mesdames et messieurs. Oui. Donc, pour moi, bon, la physique classique, si vous voulez, c'est une approximation d'un monde qui est utile, oui, un monde utile. Pour moi, c'est une approximation d'un monde qui est en réalité quantique à toutes les échelles. Parce qu'on a réussi à intriquer des gros atomes, on a réussi à intriquer des grosses molécules. C'est pas évident, mais ça, c'est quelque chose à faire. Plus les objets grossissent et plus il est difficile de les quantifier. Il faut le savoir. Donc, pour revenir à la décohérence dont je parlais, donc s'il n'y a pas de questions, je vais essayer de dire exactement qu'est-ce que c'est. En fait, c'est l'ensemble des interactions d'un système quantique avec un observateur. C'est l'ingérence de l'observateur avec un système quantique. Et dans le cas du chat de Schrödinger, lorsque je vais regarder pour voir si le chat est mort et vivant, ben, tout de suite, le fait de mesurer avec mon œil, vérifier avec mon œil, eh bien, ça va provoquer immédiatement une levée d'incertitude. Mais là, c'est direct. Le problème de la mesure est direct. Ça va faire effondrer la fonction d'onde. Ça va réduire la fonction d'onde. Autrement dit, on va avoir une grosse perte d'information. Le système quantique aura une grosse perte d'information. Alors maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez qu'un système qui est complètement isolé, un objet qui ne subit pas l'ingérence humaine, est-ce qu'il est préservé de toute décohérence quantique? Est-ce que quand même, l'objet en question, le système quantique, il sera impacté par quelque chose qui va faire que son système quantique sera détruit, son état quantique sera détruit par quelque chose qui soit en dehors de l'observateur humain? J'ai l'impression que je parle chinois. Eh bien, écoutez, je vais prendre un exemple. Eh bien, oui. En supposant que vous avez affaire à un système qui est complètement isolé, je dis bien complètement isolé, eh bien, sachez, mesdames et messieurs, que cet objet complètement isolé va subir les effets de quelque chose qui baigne dans l'univers et qu'on appelle le rayonnement fossile, le CMB, le rayonnement diffus de fond cosmologique qui existe et qui baigne dans tout l'univers, pour lequel il y a eu un prix Nobel. La lumière, permettez-moi de vous dire que la lumière, c'est une entité décohérente qui va agir sur le système quantique. Mais seulement, ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Là où l'observateur, le temps va être très très rapide, on parle de temps de décohérence.
le temps de décohérence va être hyper rapide avec la mesure. Mais sans mesure, lorsque l'objet est complètement isolé, eh bien, les photons qui règnent dans l'univers, en fait, ce rayonnement qui règne dans l'univers primordial et qui est à 3 degrés Kelvin, eh bien, même là, en fait, c'est le plus petit objet qui peut impacter le système quantique, mais ça va prendre un temps très, très, très long. D'accord? Donc, c'était simplement pour illustrer l'ingérence d'un observateur par rapport à tout système quantique. Voilà, c'était ça ce que je voulais dire. Voilà, je vous remercie. Et si vous n'avez pas d'autres questions, oui, 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 tout à fait, oui. En fait, je vous explique. Soit on va utiliser un polarisateur, dans le cas où on a des photons. Si on n'a pas de photons, on n'a pas besoin d'utiliser des polarisateurs. Si on a des électrons, en cas d'un électron par exemple, le système des fonds de Young, je vous avais dit qu'on avait le choix. Je vais essayer de revenir à, à mes slides. D'accord. Vous avez le choix en fait. Hein. Soit vous avez le choix entre un laser, donc une source de lumière, ou bien, des électrons. Donc là, dans cette expérience-là, on a affaire à des photons. C'est plus simple, hein, parce que bon, il suffit de prendre la polarité des photons, quoi. D'accord? Par contre, on peut avoir aussi des électrons, ou encore des neutrons, ou des protons, ou même des molécules, des atomes. Il n'y a pas de souci, ça se fait aussi avec des atomes et des molécules. Hein. Et dans ce cas, on va étudier le spin. D'accord? Parce que le spin, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le spin. Le spin, c'est le degré d'orientation d'un électron. Et il vaut une demi. Ce sont des spins un spin n'est jamais entier. Hein. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Attendez, je vais. Ouais, d'accord. Oui, c'est ça, oui, 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 oui. Je vois ici, c'est marqué, d'après mes souvenirs, la polarisation de la lumière consiste en une modification de l'orientation du champ électrique. Oui, c'est ça, oui. Oui, parce qu'en fait, dans la lumière, vous avez deux champs. Vous avez un champ électrique et un champ magnétique. Hein, ce qu'on appelle le champ électromagnétique. D'accord? Effectivement, c'est le champ électrique qui est affecté par la polarisation. Donc, c'est bien le degré, c'est un degré de modification, c'est l'orientation que va prendre la lumière. C'est une orientation qui est privilégiée que va prendre la lumière. C'est ça, il faut comprendre. Et c'est ce qu'on va faire avec les formes de Young. On va marquer les formes de Young avec un polarisateur qui va permettre de nous savoir par quelle fente est passée la lumière. En marquant avec un polarisateur, on va savoir comment la lumière de sortie est orientée. C'est ça, en fait. Et pour les électrons, c'est la même chose. Les électrons, on va étudier le spin de l'électron pour savoir quel spin il a. C'est une demi ou moins une demi. Alors, donc, je vois une question. Pourquoi vous dites-vous qu'il n'y a pas de vide? Non, non. J'ai dit que c'était une des explications possibles, hein, voire philosophiques. Mais sachant que, mais bon, bah si, ben, non, le vide n'existe pas entre nous. Non, le vide n'existe pas. Euh, je veux dire, il n'y a pas de vide. On sait que le vide n'est pas vide. Ça, on le sait, ça. La physique classique, non, pardon, la physique quantique a formellement démontré que le vide n'était pas vide. Qu'il y avait des particules virtuelles qui, à chaque instant, qui émergeaient par paires de particules qui sortaient de ce qu'on appelle l'océan du vide quantique. Donc, le vide est une énergie, d'accord? Le vide n'est pas vide. Il y a une énergie infinitésimale, un champ infinitésimal qui permet à des particules de se manifester. Donc, le vide n'a jamais été vide. Donc, ça, il faut le savoir, ça. C'est ce qu'on appelle la mer de Dirac. Bon, bah écoutez, il est quelle heure? Il est 22h15. J'ai l'impression que je vous ai énormément troublé. J'ai l'impression que
de voir dans vos yeux de l'incompréhension totale. Mais bon, c'est un sujet apparemment que vous... Ouais. Peut-être que j'ai commencé un peu trop fort, j'aurais dû parler de physique quantique tout court, au lieu de parler de gomme quantique. Parce que, bon, parce que pour comprendre la bonne... bon, voilà. Parce que j'ai posé la question, est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de la gomme quantique? Et pour comprendre ce concept-là, il faut vraiment maîtriser ce que c'est les fonds de Young. Déjà, il faut maîtriser ce que c'est les fonds de Young avant de comprendre ce phénomène-là. Il faut maîtriser ce que c'est la superposition des états. Il faut maîtriser ce que c'est... il faut connaître le chat de Schrödinger, ça, il faut le connaître. L'expérience du chat de Schrödinger, c'est une expérience de pensée, ça, il faut le connaître. Ouais, donc peut-être que j'ai commencé un peu trop fort. Voilà, mais ben, écoutez, la prochaine fois, je vous promets de vous donner une conférence beaucoup plus simple, alors. Je vous promets de vous donner une conférence beaucoup plus simple. La prochaine fois, je vais faire une conférence sur les constellations du ciel austral, pour changer un peu. Jérémy, merci infiniment. Je crois qu'effectivement, on a tous eu l'occasion, enfin, je crois beaucoup d'entre nous, d'admirer tes compétences de montreur d'étoiles. Et là, on pense mieux comprendre peut-être, enfin en ce qui me concerne en tout cas, que l'exposé que tu viens de faire. Mais en tout cas, merci infiniment et au plaisir de se rencontrer ultérieurement. Donc nous avons une prochaine réunion qui aura lieu dans 15 jours et dont je n'ai plus tout à fait le titre en tête, mais José vous le précisera ou d'autres membres du club en temps utile. Voilà, merci à tout le monde pour votre participation et au plaisir de se revoir ultérieurement. Soyez prudents. Au revoir. Au revoir, merci, bonne soirée à tous. Merci de m'avoir invité. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois alors. Voilà. Ce sera sur les constellations.